Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Il est des histoires qui glacent le sang non pas par la présence de monstres surnaturels ou de créatures venues d'ailleurs, mais parce qu'elles mettent en scène la monstruosité la plus pure, la plus banale, et sans doute la plus terrifiante, celle qui naît au sein même du foyer, celle qui grandit dans le cœur de ceux que nous avons aimés plus que tout au monde. Installez-vous, bien fermez les volets, si ce n'est pas déjà fait. L'histoire de ce soir nous emmène dans l'intimité feutrée d'une maison de province, là où le silence ne protège plus, mais étouffe. C'est une histoire de trahison ultime, mais aussi, vous allez le voir, une histoire d'intelligence et de justice implacable. Imaginez une nuit d'orage, une de ces nuits de novembre, où la pluie fouette les carreaux avec une violence rageuse, comme si le ciel lui-même voulait avertir les habitants de la maison du drame qui se joue à huis clos. Nous sommes dans une bourgade tranquille, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où l'on salue son voisin en allant chercher le pain. Dans une vieille bâtisse en pierre de taille, une maison de famille chargée d'histoire, une femme est assise à son bureau. Elle s'appelle Madeleine. Madeleine est une femme de 72 ans, une ancienne professeure de lettres, respectée de tous, une de ces enseignantes qui ont marqué des générations d'élèves par leur rigueur et leur amour des beaux textes. Mais ce soir, Madeleine ne corrige pas de copie. Elle ne relit pas Molière ou Victor Hugo pour le plaisir. Ce soir, Madeleine tremble. Sa main droite, d'habitude si ferme, si élégante, lorsqu'elle trace les pleins et les déliés à l'encre violette, est secouée de spasmes incontrôlables. Elle tient un stylo, mais elle a l'impression de tenir un poignard dirigé contre elle-même. La lampe de bureau projette une lumière crue sur la feuille de papier blanc, une blancheur insupportable, presque aveuglante. Derrière elle, dans l'ombre, une respiration lourde, saccadée. Une odeur de tabac froid et d'alcool rance. Et puis le contact froid métallique terrifiant d'une lame posée juste là, à la base de sa nuque. Une voix qu'elle connaît par cœur, pour l'avoir bercée, siffle à son oreille « Écris, maman. Écris que tu n'en peux plus. Écris que la maladie est trop lourde. Et ne t'avise pas de faire la maligne ou je te jure que je t'ouvre la gorge avant même que tu aies pu crier. » Comment en est-on arrivé là? C'est la question que vous vous posez sûrement et c'est celle qui hurle dans la tête de Madeleine, à cet instant précis. Celui qui tient le couteau, ce n'est pas un cambrioleur, ce n'est pas un rôdeur échappé d'un asile. C'est Julien, son fils, son unique enfant, le petit garçon blond aux boucles d'or qu'elle promenait jadis dans le parc de la ville, celui à qui elle tenait la main le jour de la rentrée scolaire, celui pour qui elle et son défunt mari se sont privés toute leur vie. Julien, sa fierté devenue ce soir son bourreau. Quelle tragédie grecque se joue dans cette chambre! Quelle folie a pu transformer l'amour maternel en une condamnation à mort! Pour comprendre l'horreur de cette nuit, il faut remonter le temps. Il faut comprendre qui est Madeleine. C'est une femme de devoir, une femme de la vieille école. Veuve depuis 10 ans, elle a conservé son patrimoine avec une gestion prudente, presque ascétique. Cette maison, c'est le fruit du labeur d'une vie entière, celle de son mari artisan et la sienne. Elle possède aussi quelques économies, une assurance vie modeste mais confortable, prévue pour ses vieux jours, pour payer le moment venu, une maison de retraite décente, sans être un poids pour personne. Madeleine, c'est la dignité incarnée. Elle n'a jamais demandé un centime à quiconque. Elle pensait avoir transmis ses valeurs à son fils, l'honneur, le travail, le respect de la parole donnée. Mais Julien? Ah, Julien! Il a toujours été un enfant charmeur, brillant par moments, mais inconstant. Il a grandi dans une époque différente, une époque où la patience est devenue une tare et où l'argent facile est un mirage constant. Julien a voulu brûler les étapes. Il a monté des affaires qui ont capoté, il a investi dans des projets fumeux, il a fréquenté des cercles où l'on joue gros trop gros. Peu à peu, le fils aimant s'est transformé. Les visites du dimanche se sont espacées. Les appels téléphoniques ne servaient plus qu'à demander de l'aide. « Maman, j'ai un petit souci de trésorerie.
Maman, c'est juste pour un mois. » Et Madeleine, comme tant de mères, a donné. Elle a puisé dans ses économies encore et encore, pensant chaque fois que c'était la dernière, voulant croire aux promesses de ce fils qui la regardait avec des yeux de chien battu. Cependant, l'appétit du vice est sans fond. Julien est tombé dans l'engrenage du jeu et des dettes auprès de gens peu recommandables, des usuriers de véritables requins qui ne connaissent pas la pitié. Il y a quelques jours, l'ultimatum est tombé 100 000 € ou c'est la mort. Julien n'a pas cet argent. Il a tout dilapidé. Il ne lui reste qu'une seule ressource, une seule banque possible, l'assurance vie de sa mère. Mais il y a un problème. L'argent n'est débloquable qu'au décès de celle-ci. L'attente est impossible. L'impatience de ses créanciers se compte en heures. Alors, dans son esprit malade, acculé par la peur et la cupidité, l'impensable a germé, le matricide. Mais pas n'importe comment, il faut que cela ressemble à un suicide. Une vieille dame malade dépressive qui décide d'en finir. Propre, nette, sans bavure. Revenons dans cette chambre oppressante. La pluie redouble d'intensité. Madeleine sent la lame appuyée un peu plus fort. Elle sent la laine fétide de son fils. Elle réalise avec une lucidité terrifiante qu'elle ne sortira pas vivante de cette pièce. Elle connaît son fils. Elle voit dans son regard une absence totale d'humanité. Il a basculé. Il n'est plus Julien. Il est une bête traquée qui doit éliminer un obstacle. La peur, d'abord paralysante, laisse place à une autre émotion plus profonde, plus douloureuse, encore une tristesse infinie. Pas pour elle-même, mais pour lui, pour ce qu'il est devenu. Et soudain, l'instinct de la professeure, l'intellectuelle, qu'elle n'a jamais cessé d'être, se réveille. Si elle doit mourir, elle ne partira pas en silence. Elle ne laissera pas ce crime impuni. Elle ne laissera pas son fils profiter du fruit de son sang. Alors, tu écris ou je te saigne, aboie Julien. Madeleine prend une profonde inspiration. Elle doit gagner du temps, quelques minutes, juste le temps de réfléchir. Je ne peux pas écrire n'importe quoi, Julien. Si c'est un suicide, il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit mes mots, sinon la police ne te croira jamais. Ils savent que j'aime écrire, ils savent que je suis une littéraire. Julien hésite. Il sait qu'elle a raison. Sa mère a toujours eu le verbe haut, le style empoulé des vieilles institutrices. Une lettre griffonnée à la va-vite, pleine de fautes, ou trop simple, éveillerait les soupçons. « D'accord, grogne-t-il. Fais ton truc de prof. Mais fais vite. Et n'essaie pas de glisser un message, je vais relire chaque mot. » C'est là que le miracle de l'esprit humain opère. Dans cette situation de stress absolu, alors que la mort lui souffle dans le cou, le cerveau de Madeleine se connecte à ses souvenirs les plus chers. Elle pense à l'époque où Julien était innocent. Elle pense au soir où elle s'asseyait au bord de son lit pour lui lire une histoire. Toujours la même. Son livre préféré. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Julien connaissait les passages par cœur. Il était fasciné par le renard, par la rose, et surtout par les baobabs. Ces arbres monstrueux qui, si on ne les arrache pas quand ils sont petits, finissent par faire éclater la planète. C'était leur langage secret. Un code entre une mère et son fils, un monde de douceur qu'ils partageaient seuls. Madeleine trempe sa plume dans l'encrier. Elle commence à écrire. Elle pleure pour de vrai. Les larmes tachent le papier, ce qui rendra la lettre encore plus authentique aux yeux de tous. Elle écrit « Mon chéri, mon Julien ». Julien ricane derrière elle. « C'est ça, flatte-moi. Dis que je suis un bon fils. » Madeleine continue. Elle doit être subtile. Elle doit utiliser des métaphores que Julien, dans sa bêtise et sa précipitation, prendra pour des divagations poétiques d'une vieille dame sénile, mais qui, pour un œil averti, hurleront la vérité. Elle invoque la fatigue, la douleur des articulations, la solitude de la vieillesse, tous ces clichés que la société plaque sur les personnes âgées et que Julien s'attend à lire. Mais au milieu de ce verbiage de désespoir, elle insère l'essentiel. Elle écrit « Je pars maintenant car je sens que sur ma petite planète, les mauvaises herbes ont tout envahi.
Elle marque une pause. Julien s'impatiente. Elle reprend. Elle doit structurer son message. Elle se souvient de ses cours de poésie, des acrostiches, ses poèmes, où les premières lettres de chaque vers forment un mot caché. C'est risqué, terriblement risqué. Si Julien remarque l'alignement, il la tuera sur le champ de manière brutale. Mais elle n'a plus rien à perdre. Elle doit laisser un testament de vérité. Elle commence à composer ses phrases, choisissant chaque mot avec une précision chirurgicale, tout en feignant l'hésitation et le sanglot. Elle écrit « Jamais je n'aurais cru que la fin serait si douce. Une lassitude immense m'envahit ce soir. La lumière baisse et mes yeux se ferment. Inutile de lutter contre cette marée montante. Et pourtant, je t'ai tant aimé, mon petit. Ne pleure pas, c'est mon choix, ma délivrance. » Julien lit par-dessus son épaule. Il voit les phrases sentimentales. Il voit les mots « choix », « délivrance »,« aimer ». Il sourit. Ça lui plaît. C'est exactement ce qu'il voulait, une absolution écrite de la main même de sa victime. Il ne voit pas les majuscules. Il ne voit pas le Julien qui se dessine verticalement, telle une accusation gravée dans le marbre. Mais Madeleine ne s'arrête pas là. Il faut que le message soit sans équivoque. L'acrostiche est une preuve, mais elle veut aussi donner le contexte, le pourquoi. Elle doit utiliser leur vieux code, celui du Petit Prince, en espérant que Julien ait tout oublié de la signification profonde ou qu'il soit trop obsédé par l'argent pour s'en soucier. Elle ajoute un paragraphe plus onirique, plus étrange. « Maman est fatiguée. Les baobabs ont grandi trop vite, mon ange. Je n'ai pas su les arracher quand ils étaient de simples brindilles. Aujourd'hui, leurs racines font éclater ma maison. La planète est trop petite pour eux. Et le serpent... Tu te souviens du serpent? Il est entré dans la chambre. Il ne m'a pas mordu à la cheville pour m'envoyer dans les étoiles. Non, il m'a tendu le verre. » Elle termine sa lettre. Sa main glisse. Elle signe « Ta maman qui t'aime ». Elle pose le stylo. Le silence retombe lourd, définitif. Julien s'empare de la feuille. Il la parcourt avidement. Ses yeux scannent le texte à la recherche d'un piège. Il lit « Baobab, racine, serpent ». Il hausse les épaules. « Tu radotes toujours avec tes histoires de bouquins, » dit-il avec mépris. « Mais ça passe, ça fait vieille folle poétique. Le juge va adorer. C'est parfait. » Il plie la lettre et la pose bien en évidence sur le bureau sous la lampe. Maintenant la dernière étape, la plus atroce. Sur la table de nuit, Julien a préparé un verre de lait chaud. Un geste d'une tendresse perverse, sauf que le lait est truffé de barbiturique et d'un cocktail de médicaments volé dans l'armoire à pharmacie de Madeleine. Une dose massive, létale. « Bois », ordonne-t-il. Madeleine regarde le verre. Elle regarde son fils. Elle a envie de vomir, non pas de peur, mais de dégoût. Comment ce ventre a-t-il pu porter un tel monstre? « Julien », murmure-t-elle. « Sais-tu seulement ce que tu fais? » « Je prends mon héritage en avance, maman. C'est la crise, tu sais. Allez, bois. Ça va être comme dormir. Tu ne sentiras rien. » Madeleine prend le verre. Ses mains tremblent tellement que le lait clapote contre les parois. Elle sait que c'est la fin. Elle pense à ses anciens élèves. Elle pense à ce cours sur la tragédie classique où l'héroïne accepte son destin pour rétablir l'ordre moral. Elle porte le verre à ses lèvres. Le goût est amer, pâteux. Elle boit gorgée après gorgée sous le regard impatient de son fils qui vérifie sa montre. Quand le verre est vide, il le reprend, l'essuie soigneusement avec un mouchoir pour effacer ses propres empreintes et le repose sur la table de nuit, près de la main de sa mère. « Allonge-toi maintenant, » dit-il. Madeleine s'exécute. Elle s'allonge sur ce lit où elle a dormi 40 ans, où elle a rêvé, où elle a pleuré son mari. Les drogues agissent vite. Une lourdeur de plomb s'abat sur ses membres. Ses paupières pèsent des tonnes. Le visage de Julien devient flou. Il s'éloigne vers la porte. Avant de sombrer dans le néant, Madeleine a une dernière pensée, une prière muette adressée à l'univers. Faites que quelqu'un sache lire. Faites que quelqu'un comprenne les baobabs. Puis, le noir total. Julien éteint la lumière ferme, la porte doucement,
et quitte la maison sous la pluie battante, laissant derrière lui le corps de celle qui lui a donné la vie, persuadée d'avoir commis le crime parfait. Le lendemain matin, c'est Madame Solange, l'aide-ménagère, qui fait la macabre découverte. Les cris de la pauvre femme alertent le voisinage. Très vite, le ballet habituel commence: gyrophare bleu, police, pompiers, médecins légistes. La petite ville est en émoi. La pauvre Madame Madeleine s'est suicidée, murmure-t-on déjà devant la boulangerie. Elle était bien seule ces derniers temps, disent les hypocrites qui ne lui rendaient jamais visite. Pour tout le monde, l'affaire est triste, mais claire. Une dame âgée, fatiguée de la vie, a décidé de partir. L'enquête est confiée au commissaire Bertin. Un homme d'expérience proche de la retraite, un peu désabusé. Pour lui, c'est une formalité. Le corps ne porte pas de traces de violence. La maison était fermée de l'intérieur. Julien avait une clé, bien sûr. Et surtout, il y a cette lettre. Cette longue lettre manuscrite posée bien en évidence. Bertin la lit en diagonale. Des adieux, des plaintes sur la santé des mots d'amour pour le fils. Classique, grogne-t-il. Dépression sénile. On va faire les prélèvements d'usage, mais ne perdez pas de temps là-dessus. On classe l'affaire en suicide. Mais dans l'équipe de Bertin, il y a une jeune lieutenante. Elle s'appelle Sophie. Sophie a 30 ans et elle a grandi dans cette ville. Elle est silencieuse observatrice et surtout Sophie a été l'élève de Madeleine il y a 15 ans de cela. Elle se souvient de cette professeure exigeante, mais juste, qui leur apprenait à décortiquer les textes, à chercher le sens caché derrière chaque mot. Sophie regarde le corps de son ancienne enseignante. Quelque chose la dérange. Elle ne saurait dire quoi. Peut-être la position trop paisible, peut-être l'intuition féminine. Elle s'approche du bureau et demande la permission de lire la lettre. Bertine hausse les épaules. « Si ça t'amuse, ma petite. » Mais c'est du tout cuit. Sophie enfile des gants en latex et prend la lettre. Elle commence à lire. Dès les premières lignes, elle entend la voix de Madeleine dans sa tête. Le style est là, indéniablement. Mais il y a une emphase, une lourdeur qui ne ressemble pas à la finesse habituelle de son professeur. Pourquoi ces répétitions? Pourquoi cette insistance sur la lassitude? Sophie fronce les sourcils. Elle arrive au passage sur les baobabs et le serpent. Elle s'arrête. Son sang se glace. Elle connaît ce livre. Tout le monde connaît Le Petit Prince. Mais Madeleine ne citait jamais un texte par hasard. Les baobabs ont grandi trop vite. Dans le livre, les baobabs sont la menace invisible qui détruit tout si on ne s'en occupe pas. C'est le mal intérieur. Le serpent, il m'a tendu le verre. Sophie relit cette phrase 3 fois. Dans l'œuvre de Saint-Exupéry, le serpent offre la mort par sa morsure, il n'offre pas de verre. C'est une distorsion du mythe, une anomalie volontaire. Madeleine était trop cultivée pour faire une telle erreur littéraire sans raison. Elle essaie de dire quelque chose. Sophie sent son cœur battre plus vite. Elle s'assoit sur une chaise ignorant l'agitation des techniciens autour d'elle. Elle reprend la lettre depuis le début. Elle cherche une structure. Elle cherche la clé. Son regard se pose sur le début des phrases du 2e paragraphe, celui où Madeleine parle de son départ imminent. Jamais une la I. Sophie note les lettres sur son carnet. J-U-L-I. Elle continue. Et ne Julien. Sophie a un mouvement de recul. Elle regarde autour d'elle. Personne n'a remarqué. Elle continue, fiévreusement. Le paragraphe suivant. Maman, et tu... Enfin. Julien me tue. La révélation la frappe comme un coup de poing au plexus. Ce n'est pas une lettre d'adieu. C'est une déposition. C'est un acte d'accusation signé depuis l'outre-tombe. Madeleine savait qu'elle allait mourir et elle a utilisé sa dernière force, sa dernière leçon de français pour désigner son assassin. Sophie a les larmes aux yeux. Elle revoit la vieille dame terrorisée, écrivant ces lignes sous la menace pariant sur l'intelligence d'un futur lecteur pour lui rendre justice. Et ce lecteur, c'est elle, l'ancienne élève du dernier rang. Sophie se lève et va voir le commissaire Bertin. Elle est pâle mais déterminée.
Commissaire, il ne faut pas lever le corps, et il faut interpeller le fils immédiatement. » Bertin la regarde interloqué. « Tu dérailles? Le fils est effondré, on l'a prévenu. Il arrive de Paris en pleurant toutes les larmes de son corps. » Sophie tend son carnet au commissaire. « Lisez ça, chef. Ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre, et nous avons le nom du coupable écrit de la main de la victime. » Bertine regarde l'acrostiche. Il regarde la lettre, il blêmit, il comprend. « Bon Dieu, » murmure-t-il. « Elle l'a piégé avec de la poésie. » L'enquête change alors brutalement de visage. Discrètement, la police vérifie les alibis de Julien. Il découvre ses dettes colossales, ses appels menaçants, sa présence dans la région repérée par un bornage téléphonique qu'il avait cru pouvoir cacher. Le piège se referme, mais la police décide d'attendre. Il faut que l'humiliation du monstre soit publique, à la hauteur du courage de la mère. Ils attendront les obsèques. Le jour de l'enterrement, le ciel est gris, bas, lourd de pluie. Le cimetière est plein. Toute la ville est là pour rendre hommage à l'enseignante bien-aimée. Au premier rang, Julien joue son rôle à la perfection. Costume noir impeccable, visage ravagé par un chagrin de cinéma, il soutient même une vieille tante qui vacille. Il s'apprête à toucher l'héritage, l'argent de l'assurance qui va sauver sa peau des usuriers. Il se sent invulnérable. Il a trompé tout le monde. Il a même réussi à tromper sa propre mère, pense-t-il, en lui faisant écrire sa propre fin. Le prêtre termine son homélie. C'est le moment des discours. Julien s'avance vers le micro, un papier à la main. Il commence à lire un texte hypocrite sur l'amour inconditionnel et la douleur de l'absence. Dans l'assistance, les gens reniflent. C'est alors que Sophie s'avance. Elle est en uniforme de grand apparat. Elle monte sur l'estrade à côté de Julien. Celui-ci la regarde surpris, un peu agacé par cette intrusion. « Excusez-moi » dit Sophie d'une voix forte qui résonne dans le silence du cimetière. « Avant de dire adieu à Madame Madeleine, je dois vous lire son dernier message. Le vrai, celui que son fils n'a pas su lire. » Un murmure parcourt la foule. Julien commence à transpirer. Il sent que quelque chose cloche. Sophie sort la lettre originale. Une photocopie, bien sûr, l'original est sous scellé, et la déplie. « Votre mère, Julien, vous a lu des histoires toute votre vie. Elle vous a appris à lire, mais vous n'avez jamais vraiment appris à écouter. » Sophie commence la lecture. Elle lit le texte, mais elle accentue chaque début de phrase, martelant les premières lettres. « Jamais je n'aurais cru. » Une lassitude. Elle fixe Julien droit dans les yeux. Il recule d'un pas. Il a compris. Son visage se décompose. Le masque du fils éploré tombe pour laisser place à celui de la terreur pure. La lumière baisse. Inutile de lutter. Et pourtant, ne pleure pas. Dans la foule, certains commencent à chuchoter. Les plus vifs ont compris. Julien. Le nom flotte dans l'air glacé. Sophie continue, impitoyable. Elle lit la suite, l'accusation formelle « me tue ». Julien me tue. Sophie laisse tomber la feuille. Le silence est total. Un silence de mort bien plus lourd que celui de la nuit du crime. « Madame Madeleine n'a pas voulu partir », dit Sophie calmement. « Elle a été assassinée pour de l'argent. Et elle a utilisé son dernier souffle pour nous le dire à travers les mots qu'elle aimait tant. » Julien tente de fuir. Il bouscule le prêtre, il essaie de courir entre les tombes. Mais les gendarmes dissimulés derrière les caveaux surgissent. Il est plaqué au sol, le visage dans la boue, hurlant des injures, niant l'évidence, maudissant cette vieille sorcière qu'il a eue depuis l'au-delà. La scène est terrible, mais d'une justice implacable. La foule est pétrifiée, partagée entre l'horreur de la révélation et l'admiration pour cette mère qui a su confondre son assassin avec une simple feuille de papier et un stylo. Julien a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'analyse toxicologique a confirmé l'empoisonnement et l'étude de la lettre par des experts en linguistique a validé la thèse du message codé intentionnel. Il n'a jamais touché un centime de l'assurance-vie. La maison de Madeleine a été vendue
Et selon un testament antérieur qu'elle avait eu la prudence de rédiger chez son notaire des années plus tôt, l'intégralité de son patrimoine a été léguée à une fondation pour l'alphabétisation des enfants défavorisés. Aujourd'hui, quand on passe devant l'ancienne maison de Madeleine, on ne peut s'empêcher d'avoir un frisson. Mais ce n'est pas un frisson de peur, c'est un frisson de respect. On pense à cette femme seule dans la nuit, le couteau sous la gorge, qui a trouvé la force de l'esprit pour vaincre la brutalité. Elle nous rappelle une leçon essentielle, chers auditeurs, la culture, l'éducation. Les mots ne sont pas des choses futiles, ce sont des armes qui peuvent traverser la mort pour faire éclater la vérité. Et vous, mesdames et messieurs, connaissez-vous vraiment ceux qui vous entourent? Avez-vous déjà senti cette ingratitude sourde qui peut parfois mener au pire? On dit souvent que l'amour d'une mère est aveugle. L'histoire de Madeleine nous prouve le contraire. Parfois, l'amour d'une mère est la lumière la plus crue qui soit capable d'éclairer les ténèbres les plus profondes. Je vous laisse méditer là-dessus. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ceux qui vous ont tout donné.